où il y a des assistantes sociales, pas peut-être pour le mariage, mais pour régler d'autres... Vous m'arrêterez si je suis en train de dire des bêtises. Bah alors si ça n'existe pas aux États-Unis, il faudra l'inventer, c'est tout. Là. Oui, oui. D'accord, mais je finis tout de suite. Vous vouliez que votre enfant puisse ne pas être obligé de se marier avant 18 ans, mais que pour les autres, ça n'avait pas beaucoup d'importance. En tout cas, il ne fallait pas qu'il ait la protection de la loi. C'est bien ça que j'ai compris? Non, il faut qu'il y ait une protection de la loi, mais pas de la loi dans le sens jacobin du terme. Dans quel sens alors? Une loi qui est malléable, qui est... Ah, une loi, c'est pas malléable, madame. Une loi, ça possible, monsieur. Il faudra l'inventer, cette loi malléable. Sinon, oui. Alors, sur le deuxième point... Je suis peut-être une rêveuse, mais il faudra... Êtes-vous favorable au maintien de la répudiation ou de sa substitution par un divorce judiciaire? Je vais vous dire une chose. Pour moi, la loi islamique, cette répudiation faite à la marocaine, ça ne répond pas du tout à l'image que j'en ai. La répudiation, d'abord, l'islam en tant que tel est un système contractuel. La société islamique est contractuelle par essence. Et le mariage, avant les écoles jurisprudentielles, notamment avant l'imam Malik, qui avait ses raisons de nous avoir donné cette jurisprudence un peu en ce temps-là, peut-être que c'était nécessaire, mais on doit le respect à nos prédécesseurs, ça fait partie de notre foi. Mais disons que dans la loi islamique originelle, qui est celle du prophète, le mariage, c'est une négociation, c'est un contrat civil. C'est un contrat civil. Et je veux vous étonner, parce que vous ne savez pas ça du monde musulman, parce qu'il faut piocher pour découvrir ça, et parce que je milite pour que cette idée reprenne le dessus et qu'on connaisse bien l'islam. La polygamie, la femme a le droit de choisir aussi. Pas seulement la répudiation. La répudiation doit se passer dans un contexte de société de confiance où la femme n'est pas un objet qu'on jette à la rue. Et oui, c'est le cas, mais monsieur, c'est pas l'islam qui est pratiqué. Nous luttons contre les traditions, justement. C'est la tradition patriarcale que nous avons héritée de notre monde arabe, qui est un des plus machistes qui soit dans l'histoire de l'humanité. Et le prophète a essayé de casser tout ça. Le despotisme, je récapitule en fait, parce qu'il faut se comprendre, il faut approfondir le débat. Et le prophète a essayé de promouvoir cette société de confiance, et blanc, il y a eu Muawiyah qui disait « Je suis le dernier calife et le premier des rois », et il a tué cette expérience dans l'œuf. Plus question de liberté, on est vite retourné au système patriarcal machiste comme on ne peut pas plus, parce que vous savez, les Arabes, je crois que c'est le seul peuple qui, à force de réifier la femme, trouvait qu'il avait le droit de l'enterrer vivante. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y avait loi, c'est quelque chose de terrible dans la société dans la société arabe. Et le prophète a annulé tout ça, il a dit que c'était monstrueux, mais quand Muawiyah est monté au pouvoir, ça ne leur convenait plus, l'histoire de ces femmes partenaires dans une société de liberté. Notre société, depuis Muawiyah, n'est plus une société de liberté. Alors je reviens avec précision dans la question de monsieur. Je disais que même pour la polygamie, et c'est l'une des écoles jurisprudentielles les plus rigides qui le dit, ils le reconnaissent maintenant encore, même si ce n'est pas pratiqué en Arabie Saoudite, la femme a le droit de dire dans son contrat de mariage « Je n'accepte pas la polygamie ». Donc c'est une négociation. Et finalement, cette polygamie, il faut pas... Pardon. Oui. Bon, moi je voudrais poser une question sur la visite des chefs d'entreprise israéliens aujourd'hui. Oui. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez un mouvement qui était un mouvement, si j'ai bien compris, de tolérance, de communication, un mouvement vers l'ouverture, un mouvement social. Or, si j'ai bien compris, vous êtes contre cette visite aujourd'hui. Ils ne sont pas le PJD. Non, j'ai bien pris soin tout à l'heure de dire que c'était à l'initiative du PJD, c'est-à-dire notre mouvance islamiste, celle qui appartient enfin pas au gouvernement, mais à la majorité parlementaire qui soutient le gouvernement. Donc l'association
justice et spiritualité, donc n'a pas appelé à cette manifestation. C'est l'autre. Excusez-moi, Bon, ceci dit, moi peut-être j'ai une qu'elle connaît. réponse carrée. Non, mais même pour Ma eux, question. je voudrais une petite précision, mais même pour eux, il faut pas faire des amalgames qui seraient fâcheux. Moi, j'estime que s'ils font ce genre de manifestation, c'est pas en fait par principe, c'est beaucoup plus parce qu'ils sont rentrés dans un petit jeu politique où il faut prendre de temps en temps des initiatives et on le fait un peu en pilotant à vue. Ils sont rentrés, et c'est pour ça que nous ne voulons pas rentrer dans ce jeu politique officiel. Parce que quand on rentre dans le Parlement, il faut bien défendre des causes. Et il faut jouer la carte du populisme. Et je pense qu'ils sont en train de le faire. Oui. Il est certain qu'ils sont contre la venue des chefs d'entreprise israéliens. C'est une position politique qui peut se justifier. Il y a des positions de l'État d'Israël qu'ils n'acceptent pas. On peut être contre. Par contre, moi je vous poserai la question, dans Mémorandum acquis de droit, il y a des accents d'antisémitisme dont vous avez reçu Christine Dor-Serpati en lui promettant que vous allez changer. Alors je voulais savoir, où en êtes-vous? Ben écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a deux façons d'appréhender cette histoire d'antisémitisme. D'abord, moi, je trouve qu'il y a un paradoxe parce que nous sommes des sémites. J'aime pas beaucoup cette on ne peut pas être antisémite et arabe. Oui, oui. Mais je vais vous dire une chose. Quand on parle des juifs, de la question juive, en tant que musulmans, moi personnellement, et beaucoup de musulmans, le font avec, une conscience légère. C'est une question de conscience. Parce que nous n'avons pas sur la conscience l'expérience nazie. C'est pas nous qui avons érigé les camps de Dachau ou d'Auschwitz. Je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Si je prononce mal, dites-le moi. Et en fait, quand je parle personnellement du juif, je le fais d'abord comme une musulmane qui est née dans le Mellah. Je suis née dans le quartier juif à Casablanca. Et pour moi, le juif, ça a toujours été une question de bon voisinage. Ce sont de bons voisins. On se fâche avec ses voisins. On a des problèmes avec ses voisins. Mais il n'a jamais été question dans le monde musulman de haine raciale. Et je vous assure que ce n'est pas de la démagogie que je fais. Je vais vous le prouver tout de suite. Il y a un livre qui ne circule pas facilement dans le monde musulman parce que c'est une vision critique de notre histoire. Il y a un livre écrit par Zayd ibn Ali al-Wazir, c'est un chiite yéménite, et qui parle de la constitution de Médine. Première constitution, je crois, dans toute l'histoire de l'humanité. Je ne parle pas du code d'Hammurabi. En fait, c'est un code qui n'a rien à voir avec le constitutionnalisme, mais avec le prophète, c'était une constitution où il s'agissait d'un certain, d'une certaine laïcité, parce que il y a eu un découplage entre l'appartenance religieuse et l'appartenance sociale. Et les juifs de Médine ont été inclus dans cette société comme étant des citoyens à part égale avec les musulmans, les grands compagnons du prophète. Et il y a eu une constitution qui réglait, avec sagesse cette différence dans la religion. Nous avons dans le Coran ce qu'on appelle Al-Kitab. Al-Kitab, c'est une notion sacrée chez nous. Après, on a joué sur les termes, on a dit, mais regardez, ils les appellent des dhimmis parce qu'ils payent